si vous voulez bien vous asseoir, nous allons démarrer. Essayez de vous resserrer un petit peu là. Il y a plein de places là, plutôt à gauche là, ça serait bien. Merci. On est en Alsace, on démarre à l'heure. Et au paddock, on aime ça. Merci d'être présent et nous allons démarrer la journée. Alors juste une petite chose avant. N'hésitez pas à partager sur les sociaux. Il y a une bonne info, c'est que c'est en ligne. Toute la conférence, vous êtes filmé. Donc c'est en ligne. Donc n'hésitez pas à dire aux gens sur LinkedIn, sur Facebook, s'ils veulent, dites à vos amis, à tout votre réseau, qui peuvent suivre la conférence et l'après-midi avec nous s'ils le désirent. Voilà. Donc nous allons démarrer l'après-midi, donc Factory 2023, avec une allocution de Monsieur le maire Claude Sturny, qui est président aussi de la communauté d'agglomération de Haguenau et vice-président de la grande région en charge du développement économique. Donc Claude, si tu veux bien démarrer, c'est toi qui chauffe la salle. On peut l'applaudir. J'en attendais pas moins de Claude, puisqu'il vient déjà de me faire revêtir la tenue de l'après-midi. Il a insisté un peu, et comme ça venait pas tout seul, il m'a balancé mon café sur ma chemise blanche. Donc voilà, j'ai plaisir à revêtir cette tenue quand même. Et on est bien dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que l'avenir peut nous réserver. Moi, je n'imaginais pas que ça me réserve un t-shirt, mais... Et à un moment donné, on admirait cette magnifique fusée. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça l'avenir ? Est-ce que c'est ça l'avenir ? Parce qu'il y a quelques semaines, on pensait pas quelques mois, on ne pensait pas que l'avenir, ça se traduirait par éteindre, fermer, ranger. Mais voilà, on s'adapte et il y a plein de choses, à mon avis, qui va encore faire en sorte que l'avenir, ce n'est pas du tout ce qu'on imaginait. Je sais qu'on va avoir une belle conférence, je ne vais pas être trop long. Simplement vous dire que malgré tout ce qu'on ne sait pas, il faut qu'on se projette et que ce soit la ville et l'agglomération, on est ravis de pouvoir se projeter avec des acteurs comme la Paddock Academy, comme l'IUT qui nous accueille aujourd'hui et qui est un lieu où on essaye de préparer des jeunes à un avenir sur notre territoire. Comme vice-président de la région, je suis également en charge du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Imaginez que ce schéma qui doit guider notre action régionale pendant plusieurs années, il faut qu'il essaye d'aider le monde économique à se projeter, à se pérenniser, à se développer. Et on comprend bien dans quelles difficultés on peut être, mais on va y arriver. Et donc, dans ce SRDE2I, on parlera notamment d'innovation et de la façon dont on peut accompagner cette innovation sur le territoire. On en a besoin, parce que ce qui est sûr, c'est que l'avenir, ce n'est pas simplement ce qu'on connaît, ce n'est pas simplement les entreprises qui sont déjà là, même si celles qui sont déjà là doivent être accompagnées pour se projeter. Je vous laisse juste, en introduction, le titre d'un article que j'ai lu tout dernièrement dans les Échos, c'était à propos de la déviation des rayons du soleil. C'est une idée que j'ai germée dans l'esprit de certains scientifiques américains en disant le réchauffement climatique, l'adaptation à tout ça, il faut peut-être lutter par le haut et en imaginant projeter des particules dans la stratosphère, puis ça réduirait l'impact de la lumière du soleil sur notre planète. Et évidemment, c'est peut-être de la science-fiction, c'est peut-être notre futur, sauf qu'en même temps, il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. Il y a ceux qui sont déjà, près de 450 scientifiques, qui ont dit qu'il ne fallait surtout pas se lancer dans un truc comme ça. On n'a aucune idée des effets que ça peut avoir, parce que quand on envoie un truc dans l'espace ou la stratosphère, évidemment, ça se traduit par peut-être zéro conséquence ou peut-être beaucoup de conséquences. Voilà, c'est toute la difficulté de se projeter, mais sachez donc, si vous ne l'avez pas lu, vous prenez les Échos de ce jour et vous trouverez une belle polémique là-dessus. C'est Bruxelles qui s'intéresse à cette géo-industrie du climat. Voilà. Écoutez, très bel après-midi. Et puis surtout, merci à toi, merci à tous ceux qui se mobilisent autour de la Paddock Academy, qui nous permettent de nous retrouver dans ce format Factory Grec
Factory. Moi j'appelle Factory grec parce que Factory, j'en vois tellement des Factory actuellement. Donc Factory grec, moi je suis sûr que c'est celle-là dont on parle. En tout cas, très bel après-midi et merci d'être venu. Donc Claude, tu n'as pas tout à fait tort, parce que l'année dernière, on l'avait appelé Factor-Y. Et en fait, il y a plein de gens qui ne savaient pas comment le prononcer. Donc c'est pour ça que cette année, on a simplifié, mais voilà. Voilà. Et encore désolé pour ta belle chemise blanche. Mais je suis ravi de te voir avec le t-shirt Paddock Academy. Donc, bonjour les amis. Avec tous les bénévoles du Paddock Academy, et c'est une sacrée équipe, je vous le garantis, nous avons concocté un Factory 2023 qui va vous réveiller les neurones. Nous sommes tous d'accord pour dire que le monde change. Les consommateurs sont plus exigeants, plus versatiles. Le contexte réglementaire est de plus en plus contraignant. La vague technologique impose de nouveaux standards. Tout cela est vrai. Tout cela est largement vécu comme une remise en cause profonde de nos métiers. Ce jour, toute l'équipe du Paddock Academy vous offre un mouvement de réflexion, d'expiration, d'exploration, d'innovation et d'exploitation des opportunités. Notre proposition est de faire un pas de côté en y associant nos forces vives, nos visions et l'intelligence collective pour œuvrer tous ensemble. Et comme il y aura des surprises, nous allons même nous amuser, je vous le garantis. Vous verrez, le futur est positif. C'est à nous de le façonner. Alors, je m'adresse à vous tous. Est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi d'un futur positif? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ça ne me va pas. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est mieux, mais ce n'est pas encore bien. Au paddock, on sort les tripes. Venez un peu à nos soirées, vous verrez. Sortez les tripes, là vous résistez. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Factory 2023, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous pour ceux que je n'aurais pas vus. Je vais vous donner un petit peu la temporalité de notre demi-journée. Nous allons, comme vous l'avez tous eu, je pense, ce petit guide de l'explorateur pour cette demi-journée. Vous allez retrouver à l'intérieur le programme. Dans ce programme, vous allez retrouver du coup différents temps. Donc nous allons avoir un premier temps tous ensemble pour s'inspirer avec Pierre-Antoine Marty, notre conférencier du jour. Est-ce que Pierre-Antoine, tu peux te manifester? On le remercie d'être parmi nous. C'est du coup une personne qui est fortement sollicitée. On a failli pas pouvoir l'avoir parmi nous. Il va pouvoir nous emmener pendant 1 heure, du coup, à nous immerger dans l'industrie et la science-fiction. Et nous ressortirons inspirés de cette conférence pour nous diriger au choix, soit vers un atelier de créativité où nous imaginerons l'industrie en 2050, ou alors vous aurez aussi l'opportunité de continuer votre tour et de vivre des expériences au sein des différentes startups présentes aujourd'hui, mais également dans les différents lieux. Vous avez peut-être vu sur le hall d'entrée, tout de suite en arrivant, un certain nombre de stands, mais n'hésitez pas à aller explorer au-delà du coup le hall d'entrée. Il y a sur le côté une expérience en réalité virtuelle sur le couloir qu'on ne voit pas forcément tout de suite, et dans les salles de la cafétéria aussi un espace gaming et derrière même un espace impression 3D. Ils sont tous là pour vous faire vivre des expériences et discuter avec vous, donc n'hésitez pas. Ensuite, on aura un 3e temps où on pourra converger ensemble et vivre encore une autre expérience à 18h, là, comme vous le voyez sur le programme. On sera sur un temps d'1h15 où on va pouvoir, dans un moment qu'on a appelé Café du Monde, discuter ensemble au 1er étage cette fois, donc on remontera d'un étage, explorer des thématiques d'actualité qui nous questionnent pour en discuter tous ensemble. En sachant que l'atelier de créativité, on est limité par l'espace, donc on aura 90 places disponibles. On vous amènera du coup directement à l'espace et chacun pourra du coup, s'il le souhaite, participer ou alors potentiellement continuer, comme je vous l'ai dit, à
à naviguer dans l'espace startup. Et sur ce dernier temps, l'idée c'est du coup une table ronde pour discuter autour des thématiques que vous pourrez choisir. Et vous avez les salles de TD qui sont attribuées pour chaque thématique. Je voulais remercier du coup toute l'équipe bénévole et tous les intervenants du jour qui ont montré beaucoup d'engouement face à notre invitation. Et puis je vais inviter toute l'équipe Paddock à me rejoindre pour lancer le go officiel de cette édition. Donc vous avez devant... Serrez-vous un peu là. Donc vous avez devant vous tout simplement les bénévoles. Donc vous voyez Paddock Academy, c'est un tiers-lieu. Et là, ce sont tous les bénévoles qui le font vivre toute l'année. C'est grâce à eux qu'on vous anime. On fait une vingtaine d'événements par an grâce à des bénévoles. Et donc je propose qu'on les applaudisse un petit peu, ils le méritent. Voilà. Il m'en manque un. Christophe, il est où, Christophe, il est où? Il est où, Christophe? Non. Christophe du CIC, tes parents t'appellent. Christophe, parce que c'est son anniversaire. Donc je propose qu'on lui chante plus tard. On lui chantera plus tard, donc tant pis pour lui. Bernard, il est où, Christophe? C'est sûr? Bon, ok. Donc on lui souhaitera bon anniversaire plus tard. Merci. On démarre. Merci à tous les bénévoles, effectivement, qui m'ont beaucoup accompagné, même moi, pour la préparation de cette conférence. Merci à toi, Claude, pour ton invitation. Monsieur le maire, pour ces mots très justes sur le futur. Effectivement, je vais sans doute décevoir pas mal de gens, mais je ne vais pas vous annoncer ce qui va pouvoir se passer exactement dans une vingtaine d'années, malheureusement, mais restez là. L'idée, c'est de réfléchir peut-être au futur avec un regard assez différent et original. Est-ce qu'on peut avoir la présentation en arrière-plan? Donc moi, je me présente rapidement. Je suis Pierre-Antoine Marty, j'ai plusieurs casquettes. Je suis doctorant à l'EHESS en histoire. J'ai fait une histoire du futur. L'idée, c'est de réfléchir à raconter le futur par le prisme de la science-fiction. Comment les gens ont imaginé le futur par le passé, etc. Et ça m'a ouvert pas mal de portes, en fait. J'ai repris les études après une dizaine d'années où j'ai travaillé. Ça m'a ouvert pas mal de portes. Et aujourd'hui, notamment, je travaille dans un cabinet de prospective. La prospective, c'est aider les entreprises et les organisations à se projeter dans l'avenir. Et j'ai une troisième casquette qui est que je suis consultant, conférencier, et notamment pour l'APM, pour les gens qui connaissent l'Association pour le progrès du management. Et c'est dans ce cadre que j'ai eu le plaisir de connaître Claude. Claude qui m'a sollicité pour me dire viens parler du futur de l'industrie, etc. J'ai dit oui, bien sûr, avec plaisir. Et puis le temps est passé. Je crois que j'ai pas grand-chose à raconter là-dessus. Je suis très occupé. Donc voilà, j'ai fait avoir beaucoup de cheveux blancs à Claude. Et finalement, il m'a vraiment convaincu de venir. Mais voilà, je savais pas trop quoi raconter là-dessus. Même si la science-fiction a beaucoup à dire sur le futur, évidemment, et on va creuser ça. Bon. Je me suis évidemment renseigné sur l'industrie du futur, l'industrie 4.0, ça émerge rapidement. Mais je crois que l'idée, c'est peut-être d'essayer de secouer un peu l'inspiration. Et je vais commencer peut-être par vous, pour avoir un peu votre vision de l'industrie du futur. Vous connaissez peut-être des applications de type WooClap, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous connecter sur le lien qui est en train de s'afficher à l'écran. Et j'ai une petite question pour vous. La question est la suivante. J'aimerais vous faire réagir à une citation. L'usine du futur n'aura que 2 employés, un homme et un chien. L'homme pour nourrir le chien pour empêcher de toucher l'équipement. Est-ce qu'on peut... Alors attendez, ça apparaît pas à l'écran. L'idée, c'est de savoir est-ce que vous serez d'accord, pas d'accord avec cette assertion. Comment? Ça apparaît quand même? J'aimerais juste partager les résultats, mais il y a un petit...
Voilà. Bon, vous personnellement, vous êtes plutôt à préférer les chats. C'est bien parce qu'on va avoir un petit chat qui va venir de temps en temps nous parler, vous allez voir. Bon, c'est intéressant. Donc, Warren G. Bennis, c'est un économiste, c'est un vrai économiste américain qui avait un peu cette projection sur l'usine 4.0, un peu fantasmée. Et ce qu'on voit émerger, à part la blague du chat, c'est évidemment que vous êtes plutôt pas d'accord, voire pas du tout d'accord avec cette vision qu'on nous vend beaucoup sur l'industrie 4.0. Bon, alors voilà qui ne m'avance pas trop parce que moi, j'avais cette idée de me dire l'industrie du futur, c'est la science-fiction, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'idée? On demande à ChatGPT, n'est-ce pas? Alors, ChatGPT, je vous propose de le convoquer et puis on va lui poser 2 ou 3 questions. Donc, ChatGPT est avec nous. ChatGPT, c'est un petit chat, en fait. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. ChatGPT, est-ce que tu connais Haguenau? Oui, je suis familier avec la ville de Haguenau. Située en Alsace, en France, Haguenau est une commune de taille moyenne qui offre un mélange de charme historique et de dynamisme contemporain. La ville abrite des monuments tels que la basilique Saint-Georges et la tour des pêcheurs, ainsi qu'un marché de Noël populaire. Le marché de Noël, c'est important. Merci. Et donc, est-ce qu'il fait bon vivre à Haguenau? Oui, il fait bon vivre à Haguenau. La ville offre un cadre de vie agréable avec ses espaces verts, ses équipements modernes et sa proximité avec la nature. Voilà, monsieur le maire, préparez-vous une invasion de Parisiens bientôt. Et toi, est-ce que tu vivras à En Haguenau? tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de préférence ou de désir personnel, donc je n'ai pas la capacité d'aimer ou de ne pas aimer vivre dans un endroit spécifique comme Haguenau. Mauvaise réponse, ça c'est pas bien. Il dit ça parce qu'il n'a pas mangé de Spätzle encore. Donc on va en venir au fait, on va demander un peu à ChatGPT, est-ce que tu pourrais nous parler du futur de l'industrie? Quelle est ta vision du futur de l'industrie? L'industrie du futur devrait être caractérisée par plusieurs aspects clés. Tout d'abord, elle sera fortement automatisée et numérisée, avec l'utilisation de technologies telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la robotique pour optimiser les processus de production. Automatisation. Elle sera également axée sur la durabilité, en minimisant les impacts environnementaux et en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement. Sobriété. L'industrie du futur favorisera l'innovation et la collaboration, en s'appuyant sur des partenariats entre les entreprises, les gouvernements et les universités pour développer de nouvelles technologies et trouver des solutions aux défis industriels. Ouverture. De plus, elle sera caractérisée par une flexibilité et une adaptabilité accrues, permettant aux entreprises de s'ajuster rapidement aux demandes changeantes du marché. Agilité. Enfin, l'industrie du futur sera centrée sur les talents et les compétences, en favorisant la formation continue, la collaboration homme-machine et la création d'emplois qualifiés et durables. Et management. Bon, c'est intéressant, mais j'ai pas l'impression de ressortir de là très avancé. Je pense que ChatGPT, ça va être un accompagnant clé à l'avenir, mais pas forcément pour chercher la vérité et puis nous éclairer pour le futur. Par exemple, il y a déjà des applications dans l'industrie. Sachez que Safran utilise ChatGPT dans son modèle d'industrie 4.0 pour dire ce serait bien que nous, nos employés, une sorte d'assistant personnel qui leur donne un peu les instructions, qui les informe sur l'état d'esprit de l'entreprise, etc. Donc c'est un peu dans les plans d'accompagnement, mais je pense que si on veut nourrir notre réflexion, voilà, il faut quand même en revenir à des points de vue un peu plus peut-être humains et un peu plus personnels. Et pour le coup, en continuant un peu mon exploration de l'industrie du futur, avant de rentrer vraiment dans ce qu'a nous dire la science-fiction, j'aimerais avoir un petit panorama d'une personne qui s'y connaît bien. Donc, si Michel, tu veux bien nous rejoindre, j'ai 2 ou 3 questions à te poser. Vous connaissez tous Michel Metzenauter, on peut l'applaudir, merci. Un grand acteur du bassin local et voilà, SEV, etc. Donc merci Michel. Tiens, je te laisse le micro. Alors, la première question, je ne sais pas si on m'entend. La première question que j'avais à te poser, c'était, on parle beaucoup effectivement de cette industrie 4.0, l'industrie du futur, tout automatisé, mais il me semble que tout ça a quand même quelques revers. Oui, il y a des revers, mais je dirais que aujourd'hui, on parle beaucoup de l'industrie du futur, mais le futur, je dirais, c'est du pain quotidien pour les industries, parce que l'automatisation a démarré dans les années 70, avec notamment la fabrication assistée par ordinateur, et ça continue. Et je me méfie quand même des phénomènes de mode.
parce qu'il est vrai qu'en 2013, avec le rapport Gallois, on a fait ressortir la faiblesse de l'industrie française par rapport à d'autres industries, et on a lancé ce programme Industrie 4.0 avec des objectifs qui étaient assez utopiques au départ, puisqu'on disait dès la première année, on voudrait avoir 20 000 entreprises qui soient certifiées. L'important pour moi, ce n'est pas la certification, l'important pour moi, c'est le progrès. Alors, bien sûr, automatiser quand vous avez des processus stables et, je dirais, de la production de série, il faut automatiser, il ne faut pas hésiter. Automatiser pour avoir plus de sécurité, supprimer de la pénibilité au travail, il faut la faire. Okay ? Par contre, quand vous automatisez, les travers, peut-être, quand vous automatisez par rapport à une cadence, par rapport à un tact. Donc, vous perdez en réactivité, en flexibilité. Si, par exemple, demain, vous avez la chance d'augmenter d'un coup la production, la demande de 20%, vous ne pourrez pas répondre si vous êtes lié à un tact. L'autre raison aussi, quand vous automatisez, vous augmentez le degré de complexité. Et très souvent, j'ai rarement vu sur les projets d'automatisation que l'objectif de délai et de coût était tenu. Parce que très souvent, au départ, on fait une analyse par rapport au coût direct, mais on découvre 2-3 ans après uniquement les coûts complets parce que les coûts de complexité ont augmenté. Pourquoi les coûts de complexité ont augmenté ? L'automatisation, il y a plus de techniques, donc les probabilités de panne sont plus importantes. Étant donné qu'il y a plus de techniques, le retour sur investissement, il doit être beaucoup plus court parce que le vieillissement des équipements se fait beaucoup plus vite qu'une machine simple. Moi, je me rappelle, quand on a fait du benchmark dans les années 2005 au Japon, on nous expliquait la définition d'une vieille machine. Pour nous, c'était nouveau. On disait, une vieille machine, c'est une machine qui, ce qu'elle produit, n'est plus vendable. Tant ce que vous arrivez à vendre, continuez avec cette machine. Donc, il y a des travers à ce niveau-là, mais bon, ça n'empêche qu'il faut continuer à aller de l'avant. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est indéniable. On est passé au fur et à mesure d'une économie de production à une économie de marché, donc beaucoup plus de variabilité. Je dirais à une économie de frugalité, donc qu'on utilise le juste nécessaire, il n'y a pas de place à l'inutile. Et aujourd'hui, on est dans l'économie de la digitalisation. Qu'est-ce qu'on va essayer à travers ça ? Puisqu'il n'y aura jamais de flux physique court si vous n'avez pas des flux de communication courts. Donc un bon mariage entre les deux. Justement, vous parliez de l'impératif écologique, d'une certaine manière. Comment est-ce qu'il est intégré dans ce futur de l'entreprise ? Aujourd'hui, je pense qu'on a tous pris conscience, et avec ce qu'on vit tous les jours et avec le climat qui change, c'est indispensable. Je pense que tous les bureaux d'études aujourd'hui, quand ils pensent conception, ils pensent tout de suite recyclage. On va penser comment est-ce que je peux réduire l'utilisation des matières premières. Par exemple, nous qui sommes des fabricants de moteurs, il faut quand même savoir quand vous découpez une tôle rotor ou stator, 50%, vous employez 100 kilos, il y a 50 kilos qui vont à la benne. Okay ? Donc, c'est quand même des utilisations de matières qui ne sont pas tellement judicieuses. Et donc, les nouvelles technologies, comme l'impression 3D ou autres, peuvent être favorables. Okay. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui que je pense qui est bien intégré et il faut que ça reste intégré. Une autre question que je me posais en préparant ça, c'est quand on parle d'industrie du futur, on pense beaucoup à l'automatisation, on se focus beaucoup sur l'outil, mais on a tendance à oublier qu'une industrie, c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes, en fait, une communauté. Comment est-ce qu'on a amené à la faire vivre à l'avenir ? Oui, alors quand je vois chat GPT, je me pose des questions et je me dis, je reviens un peu sur terre, les pieds bien ancrés au sol. Il est tout à fait clair que vous pouvez avoir les meilleurs produits, les meilleurs process, c'est votre personnel qui fera la différence. Et je pense que la richesse humaine, avant de faire de la richesse économique, il faut faire de la richesse humaine. Et celle-ci, ça passe par des attitudes de respect, des attitudes d'équité et développer la confiance. Le personnel restera pour moi encore, en tout cas, je peux me tromper, mais je pense que c'est le facteur le plus important qui fera gagner les entreprises et ça le restera pendant un bon bout de temps. Je trouve qu'avec l'intelligence artificielle, on peut quand même faire des choses très intéressantes comme ça. J'ai décidé de vous augmenter un peu pour vous mettre dans le bain de la présentation. Et parce que ce que je retiens en fait d'une certaine... costume, hein, quand même. Merci pour votre autodérision, c'est sympa. Ce que je retiens quand même de cet échange, c'est l'idée, c'est le futur, c'est maintenant en fait. Oui, bien sûr, le futur, c'est tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, on parle encore d'innovation, mais l'innovation, c'est tout le temps. L'innovation n'est pas qu'une innovation produit ou une innovation processus, c'est l'innovation en termes d'organisation, c'est l'innovation en termes de management, c'est l'innovation en termes de communication. Donc l'innovation est indispensable. Et aujourd'hui, une entreprise qui, à mon sens, pendant 3 ans ou 4 ans, n'investit pas
dans des nouvelles machines, des nouveaux équipements, elle ne rattrapera pas le retard au niveau de la concurrence mondiale. Donc c'est absolument fondamental de pouvoir constamment investir, d'aller de l'avant et de bouleverser les choses. Le changement est absolument nécessaire dans une entreprise. Si une entreprise ne change plus, elle a déjà un premier pied dans la tombe. Donc il faut aller de l'avant. Et j'insiste aussi, il y a un point qui me paraît fondamental dans ce cas-là, il faut avoir une bonne trésorerie. Parce que très souvent, on l'oublie ça. Parce que si vous n'avez pas de bonne trésorerie, comme ça ne marche pas du premier coup, vous êtes mal barré. Ce sera le mot de sagesse de la fin. Merci beaucoup pour cet éclairage qui m'a personnellement... Merci. Et au-delà de ça, bravo pour tout ce que Michel fait pour cet écosystème de l'industrie et de l'innovation. Et personnellement, ben voilà, avoir eu cet échange en amont, qu'on a un peu reproduit ici, ça m'a aidé à me projeter dans ce que j'allais vous raconter, justement autour de ce mot un peu de la fin, de cette histoire de changement. Et en fait, c'est là que la science-fiction, à mon sens, elle peut vous aider, vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'innovateur, etc. Et j'aime beaucoup cette citation d'un auteur célèbre de science-fiction américain, qui a écrit dans les années 50, 40, un des pères fondateurs, et qui dit dans une période de changement soudain, les amateurs de science-fiction sont mieux préparés à faire face au futur que les gens ordinaires, parce qu'ils croient au changement. Je ne sais pas c'est quoi les gens ordinaires. Pour moi, les gens ordinaires, ça n'existe pas. Personne n'est ordinaire dans cette salle. Mais j'aime bien l'idée de se dire se préparer au changement. Effectivement, quand il y a eu, par exemple, la crise du Covid, moi, j'ai beaucoup parlé avec des amateurs, auteurs de science-fiction. Ils me disaient, mais nous, en fait, on l'a déjà vécu, ça. On était déjà prêts. Et j'ai pareil, quand ChatGPT a émergé, combien de fois on a vu ChatGPT dans la science-fiction? On n'est pas pris de court. La science-fiction nous rappelle que le futur est ouvert et que le futur est un changement continu et nous permet en fait d'anticiper ces changements en les vivant un peu par avance et en imaginant tout un tas de changements possibles qui peuvent arriver. Et la science-fiction, pour le coup, elle est de plus en plus utilisée dans le domaine professionnel. Pour le coup, je ne sais pas si vous connaissez la Red Team. Levez la main ceux qui connaissent la Red Team. Donc la Red Team, évidemment, la Red Team, c'est un dispositif qui a été mis en place par le ministère de la Défense, le ministère des Armées, on dit maintenant, il y a 3-4 ans. C'est toute une équipe d'auteurs de science-fiction, d'auteurs, de dessinateurs, de bandes dessinées, de scénaristes, de jeux vidéo, etc., qui sont embauchés par l'armée française. Sur la base d'un constat simple, l'armée dit nous, on a compris qu'on était un peu allé au bout de nos limites d'imagination avec nos méthodes de projection traditionnelles. Donc on a besoin de vous. Votre cellule va nous aider à imaginer tout un tas de futurs possibles qui vont quand même nous inspirer aux changements de rupture qui nous attendent dans la société, dans les conflits de demain, etc. Donc il y a tout un tas de scénarios qui sont produits par la Red Team. Certains sont ouverts au public et d'autres non. Je vous invite à les découvrir sur Internet. Allez sur la chaîne YouTube de la Red Team, vous allez voir, il y a la Nation Pirate, il y a le Soldat Augmenté, il y a la guerre dans l'espace, etc. Et pourquoi l'armée fait ça? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de ce shot d'imagination dans des univers changeants et imprédictibles. Et la science-fiction, au-delà de la Red Team, voilà, se projeter autrement, elle est de plus en plus utilisée, en tout cas ces mécanismes de raconter des histoires, de se projeter dans des futurs variés, est de plus en plus utilisée par les organisations publiques, par les organisations privées, pour se projeter dans le futur avec un œil différent, avec une sorte d'élan d'imagination qui va pouvoir vous ouvrir de nouvelles idées. Et je ne dis pas qu'il faut tout confier à l'imagination, mais je dis que dans le cadre dans lequel on vit, il faut lui laisser une place importante. Que dit la science-fiction de l'industrie? Si on remonte en fait aux origines de la science-fiction a toujours été fascinée par l'industrie et d'une certaine manière la réciproque est vraie. Je vais prendre 2 exemples. Ça, c'est un des premiers films de science-fiction qui est sorti. C'est Frisland qui a écrit Metropolis et on voit bien cette image en 1927, tout début du cinéma, cette image de l'automatisation, des gens qui sont pris dans leur travail et puis un peu cette mythification de l'industrie en disant c'est un peu le nouvel âge d'or moderne, c'est ça la grande vision qu'on peut avoir pour le futur. Je pense aussi à un grand classique de la littérature d'anticipation comme La machine à explorer le temps. Déjà, donc H.G. Wells à la fin du 19e siècle, déjà pour voyager dans le temps on fabrique une machine. Vous voyez? Et en plus, qu'est-ce qu'on voit dans le futur? Un futur très lointain où la société est divisée en 2. À la surface vivent les Éloïs, des petits êtres sensibles et délicats, très pacifiques. Et dans le sous-sol vivent les Morlocks, des grosses bêtes travailleuses qui sont toujours coincées dans leur ligne de fabrication industrielle. Qu'est-ce que nous raconte H.G. Wells? Il nous raconte une sorte d'extrapolation sur une certaine vision du marxisme qui pousse à l'avenir.
Et en fait, donc, et en plus, les Morlocks mangent les Eloïs, enfin, tout est très sympa comme ambiance. Et donc là aussi, il y a un petit accident de travail, regardez pas ça. Je vais vous prendre un exemple dans quoi la science-fiction, déjà, elle a pu inspirer par le passé des choses qui sont arrivées, ou en tout cas, à quel point elle a pu avoir des intuitions puissantes. Je reprends le film de Metropolis qu'on vient de voir. Metropolis, 1927, un téléphone avec visio. Intéressant. Jules Verne, évidemment, le père fondateur français de la science-fiction, qui a imaginé tout un tas de trucs, le Nautilus, enfin, le sous-marin, etc., la fusée. Là, dans cette histoire d'un journaliste qui vit dans le futur, voilà, on se dit, en fait, on écoutera les nouvelles par voie audio. Il préfigure la radio en 1889. Looking Backward, écrit à la fin du 19e siècle aussi, par un Américain. On ira dans les supermarchés, dans les magasins, et en fait, on paiera nos biens et services avec une carte de crédit. Une carte de crédit à la fin du 19e siècle. Donc voilà, la puissance, pour vous, ça peut être aussi inspirant d'avoir un peu qu'est-ce que ces gens ont en tête dans l'imagination pour vous dire à quoi pourraient ressembler les innovations de demain. Parce que le fait d'avoir cette imagination débridée, ça peut trouver des idées farfelues. Et puis en fait, les idées farfelues, parfois, elles arrivent. Il y a une chose qui me plaît aussi dans la science-fiction, c'est de se dire qu'ils ont inventé des mots qui ont été repris en fait, dans le langage courant, et notamment dans l'industrie beaucoup, parce que les ingénieurs lisent beaucoup de science-fiction. Par exemple, beaucoup de vocabulaire issu de l'ingénierie spatiale viennent donc je vois que là, il y a l'école internationale Space University, on va reparler évidemment du spatial, c'est le grand mythe de la science-fiction, mais il y a beaucoup de mots comme terraformation, former une planète lointaine comme la Terre, ou astronaute, tout simplement, cosmonaute, astronaute, ce sont des mots qui ont été inventés par des auteurs de science-fiction, qui ont été ensuite passés dans le langage courant. Tout le vocabulaire du numérique, pensez au mot métavers, pensez au mot cyberespace, pensez au mot avatar. Avatar, ça vient de l'hindou, mais c'est pas grave, ça a été popularisé par des auteurs de science-fiction. Et aujourd'hui, le métavers, c'était une idée qui a germé dans la tête d'un auteur de science-fiction et tout le monde en parle. Alors, ça va peut-être pas forcément se développer comme se développe l'intelligence artificielle, mais quand même, c'est dans le paysage. Alors que la personne qui a inventé le mot métavers, elle a écrit son bouquin à la fin des années 80. Ah, mais lui, il est de retour. Quelle est l'origine du mot robot? Le mot « robot » a été popularisé par l'écrivain tchèque Karel Čapek dans sa pièce de théâtre RUR. Prosomes Universal Robot, en 1920. Cependant, le terme « robot » tire son origine de la langue tchèque et provient du mot « robota », qui signifie « travail forcé », corvée en tchèque. Dans la pièce de Čapek, les robots sont des créatures artificielles fabriquées pour effectuer des tâches laborieuses à la place des humains. L'œuvre de Čapek a contribué à populariser l'utilisation du terme « robot » dans la science-fiction et dans la culture populaire pour désigner des machines autonomes et artificielles qui imitent certaines caractéristiques ou fonctions humaines. Voilà. Quand vous utilisez le mot robot, quand vous utilisez des robots d'une certaine manière, vous utilisez déjà un mot qui a été inventé recréé, reformulé par un auteur de science-fiction à la fin des années 20, qui s'est développé après partout dans le monde, tellement ça disait quelque chose de juste sur ces automates, à l'époque on les appelait les automates, qui étaient en train de on savait que ça allait arriver, et qui étaient en train de se développer, et qui finalement se sont imposés partout, enfin pas forcément de manière humanoïde d'ailleurs, on est tous des bras robotisés, etc. Mais le mot robot nous vient de la science-fiction, on peut savoir dans quelle mesure la science-fiction n'a pas même inspiré les développements de la robotique. Inspiration directe, voilà, par exemple, je vous parle de cet ingénieur russe qui s'appelle Konstantin Tsiolkovsky, qui était à l'origine, qui a inventé un des premiers à avoir inventé le moteur à propulsion, etc. Donc il a dit, en fait c'était un gros lecteur de Jules Verne, et il lisait Jules Verne, il dit, mais comment je peux faire pour aller de la Terre à la Lune? Comment je peux faire pour que ça soit vrai? Inspiration directe. Est-ce que vous vous reconnaissez? Star Trek, j'entends Star Trek, effectivement, Voyager, etc., Enterprise. Captain Kirk, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il a à la main? Il a le communicator. Le communicator, qu'est-ce que c'est? C'est cette espèce d'appareil. Donc, Star Trek, une série tournée dans les années 60. Le communicator, c'est cet appareil qui permet de communiquer d'une planète à l'autre, communiquer, etc. Bon. Communicator de Star Trek, StarTAC de Motorola, évidemment. Développeurs produits à la fin des années, quand ils étaient en train de se dire, bon, on est en train de créer un nouveau truc, c'est le téléphone cellulaire, un petit téléphone cellulaire. Quelle forme on va pouvoir lui donner? C'est simple. On va faire un truc noir à clapet, et puis on va l'appeler StarTAC.
Comme ça, les coûts de R&D ils sont diminués. Donc là aussi, on a un peu d'inspiration directe parce que le directeur de développement était fan de science-fiction et ça a permis de. Donc, vous voyez, ça permet de pousser l'inspiration et l'innovation. Et vous connaissez peut-être le iRobot, ces aspirateurs qu'on aime tous bien parce que voilà, ça permet de faire le ménage assez facilement à la maison. Donc le mot iRobot, l'expression iRobot, c'est l'auteur de science-fiction Isaac Asimov qui l'a inventé. C'est le cycle de nouvelles qu'il a écrit dans les années 40. Où d'ailleurs, autant le mot robot a été inventé par Karel Čapek, autant le mot robotique a été inventé par Isaac Asimov. Et dans ses bouquins, il a inventé même ce qu'on appelle les lois de la robotique. Les lois de la robotique dans les années 40. Il y avait 3 lois de la robotique. Le robot doit écouter les ordres de son maître. Le robot n'a le droit de tuer de personne. Et les 2 premières lois, 3e loi, les 2 premières lois ne doivent pas rentrer en conflit les unes avec les autres. Et aujourd'hui, il y a tous les éthiciens, tous les gens qui sont en train de réfléchir à l'éthique de l'intelligence artificielle, qui se disent, ben voilà, le père fondateur qui a commencé à réfléchir sur c'est quoi une IA autonome, c'est quoi les enjeux de l'IA autonome, c'est quoi les dangers et comment est-ce qu'on peut l'accompagner, c'est lui. Donc voilà, ça nous permet aussi de poser les enjeux avant qu'ils émergent. Vous voyez, les enjeux éthiques, les enjeux technologiques, etc. Donc la robotique. Quand on parle de futur de l'industrie, de l'entreprise d'une manière générale, parce que maintenant, avec ChatGPT, on a une sorte d'automatisation même des tâches créatives. Donc le futur de l'entreprise, le futur de l'industrie, il y a la question de l'autonomisation qui émerge, donc la robotisation, etc. Et la science-fiction nous aide à penser la manière dont on peut se projeter dans l'automatisation, dans les relations entre les humains et les machines, d'une certaine manière. Comment? En imaginant tout un tas de voies possibles entre est-ce qu'on se dit qu'on laisse tomber, que c'est trop dangereux, comme dans Dune. Dans Dune, dans un futur lointain, les hommes ont fait la guerre contre les machines, ils ont interdit les machines pensantes, intelligentes, parce qu'ils se sont dit c'est trop dangereux. Ou est-ce qu'on leur délègue tout, comme dans une forme de guerre où on a en fait les gens qui n'ont, encore une fois là ça pose d'autres questions, les gens qui n'ont plus à travailler, on est dans une société de loisirs, les gens n'ont plus à travailler et ils font juste ce qui leur plaît dans leur vie parce que les machines font tout, elles sont hyper performantes et très intelligentes, elles n'ont pas besoin de... Et ça en fait on ne se rend pas compte, mais c'est aussi un horizon important pour beaucoup de gens qui n'ont pas forcément le travail chevillé au corps ou qui se disent moi ce que je veux c'est pas forcément travailler mais c'est œuvrer. Et donc toutes les choses que je vais pouvoir déléguer à la machine, c'est tant mieux. Alors on peut dire qu'on va plutôt vers le modèle de la collaboration. Et là encore, on peut se référer à des œuvres comme les villes nomades, que j'aime bien, ou ces cités spatiales qui sont co-dirigées par les humains et les machines. Et les machines, en fait, ces ordres de pré-ChatGPT permettent de générer tout un tas d'informations, d'aider le jugement des humains. Et je pense que c'est vers là qu'on va. Mais je fais quand même un petit aparté sur la question de l'abandon. Parce que c'est aussi un choix de se dire qu'est-ce qu'on va déléguer, justement, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec Michel, qu'est-ce qu'on va déléguer, qu'est-ce qu'on ne va pas déléguer, qu'est-ce qu'on veut déléguer, qu'est-ce qu'on ne veut pas déléguer, c'est aussi une question d'acceptation. Et je vais vous raconter une petite anecdote, 2 anecdotes. D'abord, pensez aux blabla caisses de Carrefour. Vous connaissez peut-être les blabla caisses de Carrefour. Donc on a toutes les caisses automatisées. Carrefour se rend compte qu'ils ont perdu des clients, notamment les personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'elles ne vont pas au supermarché pour voir une caisse automatique, elles vont au supermarché pour vivre un moment de sociabilité. Et donc, ils ont créé les blabla caisses où les gens peuvent prendre le temps. Les personnes âgées viennent exprès et les caissiers et caissières prennent le temps pour discuter. Donc, où est-ce qu'on va mettre le curseur entre l'homme et la machine? Et la deuxième chose, c'est une anecdote que je vous retranscris dans une de mes conférences APM. Il y avait un entrepreneur qui travaillait, il me semble, dans le retail, le textile, etc. Et il me disait, c'est intéressant et c'est un peu inquiétant. J'ai acheté une machine qui permet de faire tout un tas d'étiquetages. Donc les étiquetages, je les ai, mes salariés, j'ai dit c'est fini pour vous l'étiquetage, cette tâche ingrate que vous ne voulez pas, vous pouvez vous concentrer sur des choses un peu plus intellectuelles, un peu plus créatrices, etc. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quelques temps après, les salariés sont retournés voir la personne et ont dit monsieur, l'étiquetage ça nous manque. L'étiquetage ça nous manque parce qu'on aime bien faire des tâches pendant lesquelles on ne pense à rien. Donc tout n'est pas automatisable. Soit par limite technique, soit par limite humaine. Et peut-être qu'en fait, il y a peut-être des choses qu'on voudra garder, sur lesquelles on voudra garder la main, parce que, en fait, on aime bien, ça nous détend. On ne veut pas faire que des choses intellectuelles ou créatrices. D'ailleurs, ChatGPT va les faire pour nous, donc on est coincé. Voilà pour cet horizon. Maintenant, on s'est dit, voilà, il y a tout un tas de futurs possibles pour l'industrie et pour l'automatisation. On peut extrapoler au futur de l'humanité.
Et là encore, la science-fiction résonne en nous proposant un peu les grands récits sur lesquels auxquels on est en train de se confronter aujourd'hui. Et dans la vision du futur qu'on peut avoir aujourd'hui, on peut dire qu'on est balayé entre deux grands récits, en fait, qui nous viennent de la science-fiction et qui se sont développés depuis. D'un côté, on a l'effondrement, de se dire, si on continue comme ça, on vaudra dans le mur, et qu'est-ce qui nous attend? C'est la fin des ressources, etc. C'est des polarités, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a rien entre les deux, au contraire, il y a plein de trucs entre les deux, et c'est entre les deux que les choses vont sans doute se passer. Mais quand même, on a tous conscience de cet impératif écologique, d'un côté. Et de l'autre, on a des gens qui sont très portés sur l'innovation, des manias de la Silicon Valley, d'Elon Musk, qui nous disent, en fait, la technologie, ça c'est ce qu'on appelle la singularité, la technologie va nous permettre de rentrer, nous les humains, dans un nouvel âge. Et quand vous regardez toutes les innovations d'Elon Musk, piloter les objets par la pensée, aller sur Mars, avoir des androïdes, en fait, c'est un catalogue de propositions de science-fiction. Donc on est un peu coincé entre les deux. Et tout le monde a un peu essayé de se débrouiller, à se dire comment est-ce que moi je me situe dans cette vision du futur. J'espère que vous avez gardé un peu le quiz là ouvert. Je vous invite à reprendre vos téléphones. Et tu peux passer à la suivante. Voilà. Et donc là, j'ai un petit sondage à vous faire. Pareil, c'est dire si on imagine le futur de l'industrie. Si vous voulez vous reconnecter avec le... Si on vous imagine le futur de l'industrie, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler si c'était un personnage de science-fiction? Est-ce qu'on se dit c'est plutôt Mad Max? Il va falloir s'adapter, se débrouiller vis-à-vis de ce qui peut nous attendre. Est-ce que c'est donc vous avez juste à taper sur les... Est-ce qu'on est plutôt vers le côté, on va vers Iron Man, hein, l'humain augmenté? Est-ce que ça va être un moyen d'augmenter les capacités de la nature, etc.? Ou est-ce que carrément, ça va nous faire rentrer dans un nouvel âge vers l'infini et au-delà? Et je vois qu'il y a deux visions du futur qui prédominent, même s'il y a quelques alarmistes ou quelques forts enthousiastes. On est un peu à la frontière entre... Enfin, il y a quand même une appétence pour le côté humanisé, technologisé par le prisme de l'industrie. C'est intéressant de prendre le ressenti des acteurs de l'industrie sur ces visions du futur et d'en passer par le prisme de la science-fiction. Et le côté avatar qui va nous permettre de nous rapprocher de la nature, peut-être de magnifier la nature grâce à l'ingénierie. Merci. On va reprendre le fil. Donc voilà, on a un peu le paysage du futur vu par l'écosystème de l'innovation et de l'industrie de Haguenau. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit tunnel sur ce que la science-fiction a à nous dire du futur de l'industrie, en quoi certains récits peuvent nous montrer la voie de ce qui pourrait se passer. Je ne dis pas de ce qui va se passer, mais de ce qui pourrait se passer. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Il y a des gens à la fin des années 60, au milieu des années 70, ils pensaient déjà à ça. Donc voilà, un moyen peut-être de s'inspirer dans une certaine mesure. Voilà, pour tous les employés récalcitrants, etc. Il y a peut-être d'autres solutions que ça. Bon, évidemment, il y a un grand horizon dans la science-fiction qui est celui on va dire un peu soit du corps humain, de l'industrialisation du corps humain, soit de l'industrialisation de la robotique. Et là encore, c'est porté par des grandes visions de science-fiction. On se dit tout ça, c'est de la science-fiction, mais en fait, ça approche. Alors, je vous ai mis deux génériques que j'ai mis au regard avec deux innovations qui sont en train de poindre maintenant. Donc, d'un côté, on a le film Star Wars avec l'attaque des clones, et on est dans la fabrique à clones. Et là, c'est une usine où on fabrique des êtres humains, mais alors pour le coup, c'est des êtres humains organiques, donc ils mangent, etc. Bon, on peut se dire, là encore, c'est une vision à laquelle on ne veut pas contribuer, mais c'est quand même une vision. Et c'est une vision qui relevait de la science-fiction jusqu'à ce qu'on rende possible le clonage. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec le clonage et qu'on ne fait pas, parce qu'on ne voudra pas les faire, et je pense qu'on a raison de ne pas les faire. Mais voilà, l'horizon de jusqu'où on peut aller sur, on va dire, une production en série de matériaux organiques. On peut penser à la viande artificielle, etc. Ben ça, c'est une question. Et la deuxième, évidemment, c'est la robotique. Alors là, la robotique, c'est le grand champ de la science-fiction et actuellement, il y a plein de développements. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc là, c'est le générique d'une série. Oh, je suis au milieu de l'écran. C'est le générique d'une série qui raconte des robots humanoïdes qui sont d'une vérité frappante, mais ça reste des robots.
Et je ne sais pas si vous avez vu le robot Ameca, qui est en train de développer par une société britannique, c'est assez impressionnant. C'est alors déjà, il y a un dialogue type ChatGPT vraiment intéressant, et dans l'expression des émotions, c'est très fort. Et puis on a aussi tous les humanoïdes d'Elon Musk. Alors Elon Musk, il a encore une vision sur ces robots en se disant, grâce à ces armées de robots, on libérera l'humanité de tout un tas de tâches. Et eux vont pouvoir faire toutes les tâches un peu ingrates, et on va fera encore une fois passer l'humanité dans un nouvel âge. Alors tout ça, c'est des effets d'annonce, aussi il est à la recherche de financement, etc. Mais je pense que c'est aussi des gens qui sont habités par cette vision-là. Et on voit à quel point aujourd'hui la science-fiction, elle pénètre, elle infuse dans le circuit économique en fait. Bon, une vision peut-être un peu plus positive, ou en tout cas alternative. Je ne sais pas si vous avez vu Black Panther, hein, c'est des films de Marvel, et toute une partie de l'action se passe au Wakanda. Et le Wakanda, c'est une sorte de pays caché au milieu de l'Afrique subsaharienne, dans lequel il y a eu en fait un développement industriel et économique super intéressant, super fort. Mais par contre, on ne sait pas où il est un peu caché. On appelle cette tendance l'afrofuturisme. Alors ça se trouve, voilà, on devait faire l'année dernière, vous avez une rencontre autour de la francophonie. Ça se trouve, voilà. Et moi, j'ai la chance d'aller au Sénégal, et en fait, dans un voyage exploratoire sur le futur de plein de choses. Et en fait, ce film a vraiment marqué les gens en Afrique subsaharienne en disant voilà une vision positive de l'Afrique qui va nous montrer voilà, là on a des développements produits hyper originaux qui nous permettent de communiquer de manière différente avec des designs super intéressants, etc. Donc de l'innovation. Et aujourd'hui on sait au-delà de ça que ça résonne en fait avec des enjeux industriels réels, géopolitiques. Par exemple, à l'agenda ils appellent ça l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'industrie c'est une priorité. Alors ça pose des questions. Ça pose des questions en termes d'émissions de CO2. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est seulement 2% de l'émission de CO2 au monde. Mais elle est amenée à s'industrialiser. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous, on va réussir à réduire nos émissions dans les pays développés pour laisser cette opportunité-là à des pays en voie de développement? Parce qu'au-delà de ça, c'est aussi crucial pour régler des soucis démographiques, des soucis d'immigration, des soucis de développement, tout simplement. Donc voilà, une vision positive, encore une fois, portée par la science-fiction. Mais qui n'est pas anodine, qui dit beaucoup de son temps. Et le dernier paysage de la science-fiction que j'aimerais partager avec vous, évidemment, on a des petits exemples un peu de partout. Là, j'ai cette grande fusée à côté de moi. C'est le spatial. Le spatial, le grand mythe, le grand futur positif de la science-fiction. Et là encore, vous pouvez prendre tout un tas de films, dont 2001, qui est ce chef-d'œuvre sorti en 1968. Donc on entend là la musique qui est sortie en 1968, et c'est un catalogue. Si vous regardez, il faut le regarder tous les 10 ans. C'est un catalogue de tout ce qui s'est passé dans la réalité des développements après coup. C'est assez impressionnant. Alors déjà, ils ont beaucoup travaillé avec des scientifiques et des ingénieurs pour imaginer ce à quoi pourraient ressembler les objets du futur. Et en fait, tous les HAL, le robot conversationnel, il y a des tablettes. Et puis voilà, il y a des visions réalistes de ce que pourrait être le spatial. Alors là, je vous ai mis aussi d'autres visions qui le sont peut-être un peu moins. Enfin, une en tout cas, les moins. C'est Elysium. Hein, c'est des grandes plateformes qui sont situées dans l'orbite terrestre, sur lesquelles vivent les personnes les plus fortunées, etc. Et à côté, je vous ai mis une photo de Airbus qui est en train de développer un robot qui s'appelle Metal 3D. C'est une impression 3D. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? Ils veulent faire ce qu'on appelle le In-Orbit ou In-Space Manufacturing. La NASA est dessus, etc. Qu'est-ce que c'est le In-Space Manufacturing? C'est fabriquer et recycler des choses dans l'espace, soit en orbite, soit sur la Lune. Et on peut se dire que c'est un peu loin de nous, de toutes les industries, mais en fait, pas tant que ça. Alors déjà, évidemment, c'est le spatial qui va beaucoup profiter de ça, mais pas que. Ça va permettre d'installer des bases, etc. Et ça va permettre autre chose. Ça va permettre aux entreprises, aux industries de travailler dans les conditions originales, extra-atmosphériques, dans le vide total, dans la zéro gravité. Et ça permet en fait de développer des produits que vous ne pouvez pas développer sur Terre. Ça permet éventuellement à long terme de soulager un peu la pression sur la production d'extraction terrestre. Et enfin, un autre horizon, c'est de se dire on va pouvoir extraire les minéraux
de la Lune, des astéroïdes, et voilà, créer de la nouvelle richesse. Donc ça, c'est une vision assez positive. On ne sait pas si ça va vraiment arriver, mais en tout cas, il y a ça dans le viseur. Et par ailleurs, je pense qu'à moyen terme, long terme, je travaille régulièrement avec le CNES, le Centre national des études spatiales, moyen terme, tous les secteurs industriels pourront avoir un département spatial dans lequel ils vont peut-être produire des choses dans l'espace. Déjà, on voit le poids du satellite, de l'économie satellitaire dans notre économie réelle. Donc voilà, tout ce qui peut sembler un peu farfelu, des grandes visions du futur, etc., en fait, tout ça n'est pas forcément décorrélé de ce qui va vraiment arriver. Et par ailleurs, on a besoin de rêver. Qui rêve aujourd'hui ? Qui a cette capacité de dessiner les rêves ou les cauchemars ? Mais vous avez vu que dans les cauchemars, des fois, il y a des idées intéressantes. C'est les auteurs de science-fiction, les films de science-fiction, etc. Donc, allez puiser là-dedans pour un peu cette ouverture d'esprit sur les nouveaux produits, les nouvelles tendances, les processus d'innovation, etc. Voilà pour le paysage futur imaginé par la science-fiction au regard de ce à quoi pourrait ressembler l'industrie. J'aimerais conclure avec une petite chose. C'est dommage de quitter ce joli morceau, mais bon, on va passer à autre chose. Voilà, on a beaucoup parlé d'industrie, et moi je suis historien. Et j'aime bien savoir d'où viennent les choses. Industrie, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot industrie ? On a parlé de francophonie tout à l'heure. Qu'est-ce que ça raconte ? On l'a vu tous, mais j'aimerais qu'on prenne un peu ce petit recul, et après on va reboucler avec l'histoire, le récit. Alors, d'où vient le mot industrie ? Le revoilà. Le mot industrie trouve son origine dans le latin industria, qui signifie activité, telle diligence. Au départ, le terme était utilisé pour décrire l'effort, le travail acharné et l'application dans l'exécution d'une tâche. Au fil du temps, le sens du mot s'est élargi pour englober les activités économiques liées à la production et à la fabrication de biens matériels. L'utilisation moderne du terme « industrie » remonte à l'époque de la révolution industrielle au XVIIIe siècle, lorsque les processus de production ont connu une transformation majeure avec l'introduction de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes de fabrication. J'aime bien l'idée de se dire, en fait, la révolution industrielle a changé le mot industrie. On connaît tous cette industrie-là, on la vit tous. Mais ce que j'aimerais, c'est vous faire réfléchir à l'origine du mot. Industrie. Il a dit, ChatGPT à la base, c'était le zèle. C'était pas que ça aussi, c'était un peu la créativité, l'astuce, l'inventivité. C'était ça l'industrie. Être industrieux. d'Ulysse, qui est peut-être un des premiers grands récits de science-fiction à la fin, on peut dire que Ulysse, on le décrivait comme l'industrieux. L'homme au mille tours, Ulysse l'industrieux. Il n'y avait pas une usine à faire tourner, mais par contre, il avait cet état d'esprit-là d'inventivité et d'astuce, qui en fait accompagne encore aujourd'hui, je pense, les industriels. Je pense que si aujourd'hui l'enjeu des industriels, c'est de retrouver peut-être cet état d'esprit industrieux, qui est à la source de ce qu'ils sont en fait. Alors, j'aime bien quand on parle d'Ulysse, d'ailleurs on peut le projeter dans le futur pour les gens qui connaissent, il y a cette série qui s'appelait Ulysse 31 avec Nono le robot. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être chacun en tant qu'innovateur, en tant qu'industriel, d'avoir un peu cette mentalité industrieuse à la Ulysse. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? 3 choses. Et donc c'est pour ça le pouvoir des récits, le pouvoir des mythes. On peut regarder ce qui passe dans le futur, c'est important aussi de regarder ce qui passe dans le passé. 3 choses. L'agilité. Je vous ai dit, l'histoire d'Ulysse, c'est de se confronter à tout un tas de pépins, de galères, et voilà, c'est par la ruse qu'il la surmonte. Et c'est exactement le contexte qu'on vit aujourd'hui, de se dire, il va falloir composer avec toutes les tuiles et les opportunités qui nous arrivent. Mais cette agilité, la question d'avoir son cap. Ulysse, il avait un objectif clair. Et en fait, c'est ça qui l'a guidé tout le long de son voyage et qui a fait qu'il s'en est sorti. Cet objectif, c'était de rentrer dans sa maison et de retrouver son foyer. Et je pense qu'on a tous, en fait, au-delà d'être débrouillard, il faut être débrouillard au nom de quelque chose et d'avoir cet objectif long terme. Et troisième chose, Ulysse, c'est important, c'est un narrateur. C'est le pouvoir de l'histoire, le pouvoir de raconter des histoires. On parle beaucoup de storytelling aujourd'hui. Et je pense qu'on a besoin de raconter, de se raconter et de raconter des histoires
des histoires sur qui on est, des histoires sur où on va. Ulysse, la première chose qu'il fait quand il arrive chez un inconnu, c'est qu'il raconte son histoire. Pourquoi c'est important? Ça permet aux autres de vous connaître. Ça permet à vous-même d'avoir un peu votre horizon, votre chemin. Et puis ça permet aussi à tout votre écosystème. On parlait de l'industrie qui, à la base, on peut imaginer tout ce qu'on veut, l'espace, etc. Mais à la fin, c'est des hommes et des femmes dans un même endroit, qui vivent une même aventure. Et je pense que c'est important de donner au monde, aux gens qui vous entourent, les contours de cette aventure. Vous ne pouvez pas l'avoir en détail, mais voilà, c'est savoir où on va, pourquoi on y va, et savoir raconter cette histoire-là. C'est par là que je vais en terminer, mais j'aimerais vous laisser, tu peux passer à la suivante peut-être, j'aimerais vous laisser peut-être le dernier mot, et une dernière sollicitation avant de vous donner les consignes de l'atelier, c'est d'imaginer, j'aimerais que vous me donniez un mot qui, selon vous, ce sera votre mot de la fin. J'aimerais que vous y mettiez vos envies, vos rêves, votre enthousiasme, votre positivité. Un mot pour décrire l'industrie de demain. Allez-y. Ça fonctionne ou... Ah, je vais remettre le QR code. Voilà. Ben voilà, très bien. Alors, je vais me déconnecter. Je vais juste remettre ça. Voilà, si vous voulez un peu vous reconnecter, les gens. Je vais y revenir. Voilà, c'est intéressant. On voit que c'est beau de tous ces parcours, tous ces robots, toute cette automatisation, et on voit qu'à la fin, qu'est-ce qui reste au milieu? Il reste l'humanité. Ça, c'est important. J'ai envie de se dire, c'est ce que j'ai envie de retenir de cette journée. J'espère que vous retiendrez. Et puis voilà, il y a d'autres thèmes qui reviennent un peu en majeur. On voit la sobriété, la durabilité, la notion de créativité et d'adaptabilité aussi. C'est un très très beau moyen de finir, je pense, sur votre mot de la fin, sur l'industrie du futur. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. On est dans les temps. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura encore un atelier. Alors pour ceux qui pourront y participer, il y aura un atelier qui va nous permettre de se projeter dans plusieurs futurs possibles. Le futur, comme on disait tout à l'heure, n'est pas écrit par avance. Ce que je vais vous proposer, c'est 4 grands scénarios de futurs possibles. Et chaque groupe devra se plonger dans un des scénarios prédéterminés et s'immerger dedans, faire comme si ça allait être le futur qui allait réellement arriver. Et après, imaginer tout un tas comment on pourrait évoluer l'industrie là-dedans. Pourquoi c'est important de faire ce genre d'exercice? Ça nous pousse à la créativité, à l'adaptabilité, et ça nous rappelle que c'est important, quand on considère le futur, de ne pas se dire le futur est écrit, et qu'il faut considérer plusieurs voies. Et je pense que justement, c'est en considérant plusieurs voies qu'on va réussir à raconter l'histoire qui nous intéresse le plus. Voilà, merci pour ce message d'humanité et de créativité. Et c'était un plaisir d'échanger avec vous. J'aimerais faire de grands remerciements à Claude, à toute l'équipe de bénévoles, à l'équipe technique, et un grand merci à Michel pour ce petit entretien qui nous a permis de bien cadrer les choses, et à Philippe aussi, tu peux lever la main, parce que le chat GPT qui discute, etc., c'est lui très très fort, voilà, c'est très versé dans le... Ouais, merci, bravo Philippe. Johanna, Pasquine, etc., pour l'accompagnement, merci beaucoup, et merci à vous pour votre attention. Donc maintenant, on attend, si vous voulez, quelqu'un qui vient d'une autre planète, qui veut nous faire un peu d'exercice intergalactique. Et donc Cyprien, je demande Cyprien. Guy, tu sais pas où il est, Cyprien? Aïe, aïe, aïe. Si, regardez derrière vous, Cyprien arrive. C'est une vraie tenue de cosmonaute. Voilà.
Et on va mettre les mains sur les hanches et des petites rotations du bassin. Tout en délicatesse. Ça va tout le monde? J'entends rien, ça va tout le monde? Super, on va aller dans l'autre sens. Applaudir. On relâche, on inspire profondément, on expire. Vous avez fait le plus dur, je vous rassure. Alors saviez-vous ce que vous venez de faire? En réalité, on vient de faire un réveil musculaire. Ce qu'on appelle réveil musculaire, c'est super important, soit pour démarrer sa journée, soit pour reprendre après une pause, mais dans tous les cas, ça permet en prévention de lutter contre la sédentarité et d'être le mieux concentré, le plus à l'aise possible. C'est des exercices qui peuvent être utilisés pour le bien-être, le mieux-être, en tout cas pour la santé également. Je vais rapidement vous résumer ce que vous venez de faire. On a travaillé sur des exercices profonds au niveau des jambes, au niveau du bassin, des fessiers, des mollets, ce qui permet totalement de lutter contre la sédentarité et le vieillissement, tout
toutes les maladies chroniques qui s'en suivent. Ensuite, on a fait des exercices un peu plus de mobilisation articulaire. Ça permet d'avoir simplement des articulations plus fluides, de sentir mieux, moins rouillé, que ça craque moins. Donc c'était des exercices, comme vous avez pu le voir, qui ne nécessitent aucun matériel, pas beaucoup d'espace, visiblement ça passe, donc on peut les reproduire n'importe où. Et enfin, les derniers exercices que nous avons faits, c'était un peu de proprioception pour la souplesse de cheville, et au niveau du dos, ces exercices permettaient de lutter contre les lombalgies chroniques. Voilà. Donc en 10 minutes, sans le savoir, vous venez de contribuer à votre bien-être, à votre mieux-être, en plus avec un cosmonaute. Donc l'idée, c'est de répéter ces petits gestes pour vous au quotidien, quand vous le pouvez, quand vous le souhaitez, sur 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes pour les plus courageux, courageuses, et puis derrière, vous en sentirez que mieux. Pour terminer ma petite présentation, on va se remettre en position chaise. On va reprendre un peu d'apesanteur. Voilà, je savais que ça vous manquait. Droite, gauche, super. Ça fera des belles images. Hein. Super. Ok, on relâche. Et je vais bientôt vous laisser tranquille, bien que je risque de réapparaître à un ou deux moments, vous verrez, surprise. Mais dans tous les cas, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Cyprien Perronnet. Je suis le directeur de la structure Indoor Santé. Donc, je vois pas mal de partenaires avec nous dans la salle. Je remercie Claude aussi pour l'invitation. Indoor Santé, c'est une structure qui propose du sport santé bien-être. Alors, dans les espaces pour les personnes qui ont des maladies chroniques, affections de longue durée et handicap, donc on les accompagne. Et puis, surtout, quand on va vers l'extérieur, on intervient dans le monde de l'entreprise. Donc ça vous concerne toutes et tous pour le bien-être et la santé des salariés. Du diagnostic, de la mesure d'impact, de l'action, du sport santé bien-être, c'est avec Indoor Santé. Voilà, je vous remercie, vous pouvez vous applaudir une dernière fois. Merci Cyprien. Est-ce que vous... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, très bien. Merci à tous, vous étiez très beaux. Je vous ai regardé du coup de loin. C'était très sympathique. Alors comment vous vous sentez après du coup cette immersion dans ce futur? Bien? Vous êtes prêts à aller imaginer l'industrie de demain? Ok. Alors ce qu'on vous propose, comme vous l'avez compris, c'est un atelier de créativité. Pierre-Antoine, Marty et Philippe vous attendent en bas dans la salle d'examen. Donc c'est du coup dans le hall d'entrée. Mes collègues du PADAC vont vous guider. Ils vont se mobiliser pour vous emmener directement dans cette salle. Dans cette salle, vous retrouverez du coup à boire aussi pour pouvoir prendre des forces et pouvoir du coup imaginer l'industrie de demain à travers différents scénarios que l'on vous a préparés. Est-ce que vous êtes prêts ? Pour ceux qui ont envie de faire autre chose, vous êtes libres aussi de faire autre chose. Et on se retrouve sinon après l'atelier de créativité à 18h pour un dernier temps avant le buffet qui sera servi à 19h15 au Box. À plus tard. Merci.